Bonjour, je suis Xander. Dans ce 45e message, je vais te parler de rébellion. Parce que la rébellion, c'est un art. La rébellion, ça s'apprend. La rébellion, c'est probablement quelque chose qui n'est pas naturel en nous. Est-ce que tu sais lever la main? On a presque tous cette expérience dans notre vie d'avoir été à l'école. Bon, il y en a qui n'ont pas été à l'école sur la Terre, malheureusement, mais ils ont pu le vivre d'une autre manière. Mais la façon classique, c'est lorsque, à un moment, le professeur ou la professeure interroge la classe, pose une question et dit: est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Lève la main qui peut répondre à cette question. Et souvent, c'est le moment où tu dis j'ai pas envie qu'on m'interroge. D'abord, je sais pas. Et puis même, éventuellement, même si tu sais, tu as envie que ce soit un autre ou une autre qui réponde à ta place. Et tu as souvent on va dire le premier ou la première de la classe qui est là, qui connaît tout, qui lève la main avec insistance. Et tu vois, le professeur ou la professeure l'ignore souvent. Parce qu'il voudrait que quelqu'un d'autre réponde plutôt que celui ou celle qui a l'habitude de répondre et qui lève toujours la main. Fais attention à cette idée. Je te demande de prêter attention à cette histoire de quelqu'un, de la personne qui lève toujours la main. Elle lève la main, l'élève en question, garçon ou fille, en fonction d'un savoir qu'il a ou qu'il croit ou qu'elle croit avoir, donc d'une compétence, donc d'un élément de pouvoir. Savoir égale pouvoir. C'est pour ça que je déteste tous ces trucs qu'on met dans les mains des gens qui s'appellent téléphone portable et qui t'empêchent, tu sais, ils sont malins, hein, ils t'ont mis un truc dans la main pour que tu n'en aies pas un autre et qui t'empêchent d'avoir un livre. Parce que le problème de l'Internet et des réseaux sociaux ou autres, c'est que le savoir y est donné au compte-gouttes. Tu vois, on te donne un savoir qui est d'abord très orienté, très manipulé, très travaillé. Hein, c'est comme quand quand tu vas manger quelque chose qui est une nourriture très travaillée, très raffinée, tu sais qu'elle n'est pas saine par rapport à des aliments. Tu prends toi-même tes propres aliments, tu fais ta propre salade, tu fais ta propre cuisine, tu auras une alimentation meilleure, plus de vitamines, une alimentation plus saine. Plus c'est raffiné, plus c'est travaillé, plus c'est orienté. C'est ce qu'on te met dans la main. Donc déjà, tu dis, mais j'ai de l'info. Non, tu l'as au compte-gouttes. Il faut être extrêmement futé pour aller chercher l'information sur l'Internet. C'est possible. Mais en fait, on te donne quelque chose qui t'empêche d'avoir un bouquin dans la main. Et moi, je te dirais toujours, le bouquin, c'est le cauchemar des maîtres, de ceux qui veulent être tes maîtres, non maîtres. C'est leur cauchemar. Ils veulent que les bouquins disparaissent. Ils vont les virtualiser, ils vont les numériser. Et après, tu appuies sur un bouton, tu as toute la bibliothèque. Tu sais, j'adore. Tu me dis, je fais encore une dérive, mais je vais revenir à mon sujet, t'inquiète pas. Mais ça, c'est important aussi. Et c'est connecté à tout le reste. Tu sais, il y a eu cette fameuse histoire de la bibliothèque d'Alexandrie qui contenait tous les ouvrages les plus importants de la haute antiquité à l'époque grecque. Ils ont tout mis au même endroit et il y a eu un incendie, tout a brûlé. Ne crois pas que ce soit une action faite d'une manière, je dirais, maladroite. Tu as toujours les vibrations négatives qui sont là pour pousser les hommes dans des actions de merde. Hein, comme de faire aussi des systèmes avec des bombes atomiques et d'en mettre plein, et des missiles et des systèmes automatisés. C'est toujours des vibrations négatives qui t'amènent à prendre, pour de bonnes raisons, de très mauvaises décisions. On va dire de la même manière, moi qui ai vécu ça, le gouvernement chinois, le peuple chinois communiste a rapatrié tous ses trésors culturels pour les réentasser en un même endroit, sans se rendre compte que s'ils avaient pu avoir la chance d'avoir autant de trésors préservés par rapport aux autres peuples, c'est parce qu'on les leur avait pris, ou qu'ils les avaient vendus d'ailleurs. On ne les a pas que volés, hein, ils les ont vendus eux-mêmes au 19e siècle. Et il suffit qu'un jour il y ait à nouveau un gros problème de guerre mondiale, et tout ça sera détruit au même endroit. N'est-ce pas? Il y a cette dimension très intéressante des actions négatives qui sont faites pour des bonnes raisons et qui viennent des vibrations qui viennent du mal, de tout ce qui vibre bassement, vers le bas. Donc, la bibliothèque d'Alexandrie va se reproduire. Parce que l'humanité, elle a ce caractéristique, c'est qu'une fois qu'elle a fait une connerie, elle la refait. Même que ça ne lui sert jamais de leçon. Hein. L'espèce humaine, elle a la nuque raide, la tête dure, hein, comme il est dit dans la Bible. Donc on est en train de refaire la même connerie. On va numériser tout le savoir humain. On va le mettre effectivement sur une série de 0 et de 1. Et un jour, tu auras un connard qui va appuyer sur un bouton et d'un seul coup, tout s'efface. Il va dire, oups, oh, désolé, tout le savoir humain a été effacé. Des milliards et des milliards d'informations
qu'il a fallu des milliards et des milliards d'heures pour tout un tas de petites fourmis qui ont encodé tout ça. Fini. Si tu veux vraiment que dans la matière, qui est un endroit absolument pénible, ça soit ancré, bah tu ancres dans des trucs qui s'appellent le livre, qui est pas mal, parce que le livre t'en fait plein. Donc tu en as un qui est brûlé là, mais il est ailleurs, tu les mets pas au même endroit. Tandis que l'information, tu vas pas la stocker la même à plusieurs endroits. Souvent, elle est stockée dans un serveur il va finir par y avoir un gros serveur central. Et ça va être la plus grosse connerie de l'humanité. Et après, tu auras un gars qui fera une manip et qui dira, et qui la fera exprès, en vérité. Hein, parce qu'il y aura derrière tout le mal, les vibrations négatives qui vont dire, bah, hey, allez, il faut que ça saute ça, parce que savoir égale pouvoir. Donc c'est ce que je te dis, ça se met en place de façon subreptice. On t'a mis en main un truc pour que surtout dans cette main-là, tu n'aies pas un livre. Parce que si tu commences à avoir un livre, là, ils peuvent avoir peur. Là, ils peuvent se dire, merde, le gars ou la fille va commencer à lire, il met en place des mécanismes dans sa tête très particuliers, d'ancrage des informations, de réflexion, on est mal. C'est vrai que tu as plein de gars et de filles qui lisent des bouquins, ils sont cons comme des balais. Hein. Le con ou la conne savante, on en a plein dans les universités. Je peux te dire, j'en ai tellement croisé, et puis moi j'y étais dans les universités, et j'étais même de l'autre côté, du côté des profs. Donc à un moment, j'ai vu ce qui se passait. Et quant à mes collègues profs, je te dis même pas la quantité de cons et de connes savantes, tu ne peux même pas. 9 sur 10 en quantité. Et je crois qu'on est en dessous, hein. Ça serait plutôt du 98%. Mais néanmoins, dans les 2% qui restent, il y a ceux que le livre a éclairés. Il a mis en place quelque chose, il a fait un déclic. Sois cette personne, deviens cette personne. Tu verras, ta vision du monde, ta façon d'être va changer. Tu vas devenir quelqu'un d'absolument différent, peut-être un peu asocial. Je suis désolé, hein, tu vas être un peu isolé. Mais je t'assure qu'à la fin, au bout du compte, c'est pour le bien. C'est pour le bien aussi des gens autour de toi plus tard, mais ils ne le voient pas tout de suite. Donc, savoir égale pouvoir, et le pouvoir, il viendra toujours d'une manière ou d'une autre de quelque chose qui est ancré dans la matière et qu'on ne peut pas détruire trop facilement et qui va exprimer le point de vue, les idées d'un individu qui n'est pas forcément un suiveur. Et tu vois, c'est là qu'on va recommencer et on va retourner sur la boucle initiale. Donc, certainement, certains instruments sont là pour empêcher cette dynamique qui, depuis le moment où on a commencé à tailler nos premiers silex, a fait qu'on a acquis un savoir qu'on pouvait transmettre d'abord de manière orale. Et tu as remarqué que toutes les cultures orales, je pense par exemple au continent africain, ont eu du mal à résister aux invasions, ont eu du mal à se structurer, à s'organiser, et que tu vois au contraire que se met en place un système de domination et la création des empires, à travers quoi? À travers l'écriture. L'écriture, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'humanité, est quelque chose de structurant. C'est quelque chose qui donne du pouvoir. Et donc, tu vois les premiers empires se créer, l'Égypte, l'Empire chinois, etc., les idéogrammes, la création des idéogrammes, qui à la base étaient peut-être, on pense simplement, des symboles rituels qui venaient, qui auraient été, alors ça c'est une belle légende, en Chine, les idéogrammes chinois seraient venus d'inscriptions qu'on aurait fait dans des carapaces de tortues avec des morceaux de tison brûlants. Donc ça fendillait la tortue et ça pouvait créer les premiers symboles. Certains de ces symboles ont quand même une ressemblance avec les figures qu'ils désignent. Il y a des proximités. Quelquefois, on en parle, la montagne, etc., l'être humain, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois cette civilisation démarrer avec l'écriture. L'Égypte, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui était intéressant pour Pharaon? Pharaon voulait savoir la quantité d'huile qui était produite. Donc les scribes inscrivaient sur des tablettes en cire la quantité de jarres d'huile qui était produite et qui appartenait à Pharaon. Le savoir donnait directement du pouvoir, finalement, à Pharaon. Tu vois comment ça fonctionne. L'écriture, à chaque fois, crée les empires. Le système romain est un système qui repose sur la langue, le latin. Le latin. C'est ça qui permet effectivement de structurer. Tu vois la pensée romaine de l'époque, tu la vois dans l'ancien latin, donc qui est une langue que j'ai eu la chance d'apprendre. Et donc, à partir de là, tu connais de l'intérieur leur esprit. Tu sais pourquoi ils ont organisé des aqueducs, pourquoi ils ont fait des armées, pourquoi ils faisaient la forme de la tortue. Tu comprends pourquoi il y avait la Légion romaine, tu comprends tout. Et tu comprends qu'avec ce système, ils ont pu dominer le monde. Mais l'articulation du pouvoir de Rome, de l'ancienne Rome, c'est le langage, c'est son écriture, c'est le latin. De même qu'aujourd'hui, si tu regardes de près, si les anglo-saxons, à savoir la civilisation, soi-disant, est-ce que c'est une civilisation?
C'est une sous-civilisation. En vérité, malheureusement, c'est ce qu'elle est devenue. Anglo-saxonne, des Anglais et des Américains dominent le monde. C'est à travers leur langue, qui est une langue de commerçants, est une langue matérialiste. C'est une langue de marins. C'est une langue pour faire du commerce et naviguer dans le monde. C'est cette langue qui domine, avec la pensée qui va avec, domine le monde. C'est la matière, le commerce. Nous devons donc avoir actuellement une pensée qui passe par d'autres langages. Si nous avons une langue qui est une langue adoptée pour communiquer, cette langue va déterminer par ses concepts ce que nous serons. Si tu mets l'allemand, tu auras un certain type de discussion. Si tu mets le français, tu auras un autre type d'approche du monde. Donc toujours savoir égale pouvoir, et l'écriture, l'écrit, il a véritablement été à l'articulation même du pouvoir que les hommes ont eu à partir d'un certain moment pour constituer les empires, diriger le monde. Donc on en revient à cette histoire, et quand tu regardes de près, si je peux me permettre, parce qu'après tout c'est qu'une hypothèse, mais je crois que vraiment la coïncidence elle est trop puissante. On est en train de revenir à un système qui est l'équivalent de la connaissance qui était sous une forme qu'on appelle fragile, labile. Tu sais, ce qui est labile, c'est ce qui glisse. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir à l'oralité. Parce que tout cet Internet, les réseaux sociaux, toute cette information qui est sous la forme de 0 et de 1, c'est aussi fragile, c'est aussi éphémère, c'est aussi facile, c'est aussi évaporable, c'est aussi facile à faire disparaître par un souffle de vent que la culture orale. Or, la culture orale, à chaque fois, elle n'a pas pu résister à des systèmes où on avait l'écrit. Et ça, c'est que tu vois tous les peuples, tu vois la même chose à chaque fois, c'est l'oralité qui pourtant est extraordinairement estimable parce que le savoir oral des Africains valait bien le savoir écrit des Européens qui se sont emparés de l'Afrique. Sincèrement, quand on regarde de près toutes les connaissances, le savoir des Européens qui font la conquête de l'Australie valait bien le savoir essentiellement oral transmis au niveau du peuple aborigène. Et pareil pour les Indiens du Nouveau Monde, où on n'a pas une culture écrite, on a une culture orale. Et l'Amérique du Sud, pareil. Et à chaque fois, ils se sont fait laminer, les gars, laminer. Et pourtant, on découvre aujourd'hui que leur vision du monde, leur conception des rapports entre l'homme et la matière, via finalement des systèmes, un rapport d'énergie, les gars, ils avaient 3000 ans d'avance. Seulement, ils ont été laminés. Donc, tu vois comment ça fonctionne. On te ramène à un système qui va permettre à un moment, donc là, déjà, ça permet de contrôler l'information qu'on te donne, de la fragmenter. Tu ne vas pas me dire que, alors on dit aujourd'hui, vous avez des contenus sur Internet, il ne faut pas que ce soit trop long. Hein. Non, 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 non. Ah, moi, je t'ai vu, je te ponds des trucs qui font 1 heure. J'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi ? Parce que quand j'étais voir les gens, etc., ils m'ont dit « Ah non, non, les contenus sur tout ça, sur les plateformes, il ne faut pas que ça fasse plus de 3 minutes, les gens n'ont pas... » Mais vous êtes en train de me parler que les gens, c'est des chimpanzés ? Tu es en train de me dire que le niveau de l'être humain, c'est revenu niveau macaque. Il a 3 minutes d'attention. Le gars, la fille, il ne peut pas écouter un truc qui fait plus de 3 minutes. Ça y est, il décroche. Ça y est, ils ont réussi leur coup. Nos prétendus maîtres ont réussi à nous transformer en macaques. L'attention, c'est 3 minutes. Et après, tu passes à autre chose. Tu n'es pas capable de suivre un discours longtemps parce qu'on t'a déjà formaté, on a déjà fragmenté ta tête, on a fait en sorte que tu ne puisses pas absorber plus. Voilà, ton attention est aussi déconcentrée. C'est triste. Et moi, je vais te dire une chose. Tout ça, je m'assois dessus, moi. Parce que justement, c'est ça qui est en train de se mettre. C'est-à-dire qu'on te met des menottes, voilà, on te met ça, et puis on te met le mode d'emploi. Et s'il te plaît, on te dit, mon fils, ma fille, sois surtout con. On te dit, sois con. C'est ça, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est ne réfléchis pas, ne pense pas. Prends une information qui a été formatée pour toi, qui est bien courte, que tu peux ingérer. C'est des programmes. T'as pigé que c'est un programme. On a transformé le savoir, tout ce processus où tu as l'esprit critique. Tu réfléchis, tu analyses, tu repenses à un truc. Non, on ne veut pas. On te donne des programmes parce que quand tu as une information courte qui vient à 3 minutes, on te programme, mon gars, ma fille. On te programme. Est-ce que tu t'en rends compte ? Avec un machin très agréable, et puis c'est sur une plateforme où c'est rigolo, c'est marrant, tu vas voir des machins d'humour, ça te distrait, et pendant ce temps-là, ta vie passe dans des conneries, dans des choses futiles, où tu n'apprends pas grand-chose. Parce que quand tu vas regarder ensuite le savoir qui reste, c'est comme quand tu vas à la pêche aux crevettes, dans l'épuisette, tu as une crevette. Tu n'as presque rien. Voilà. En plus, ton épuisette, elle est trouée. Donc, tu vois, zéro. À la fin, tu n'as pas beaucoup de savoir.
Mais ça t'a distrait, ça t'a diverti, on te divertit. Le principe de la diversion. Tous les systèmes actuellement des écrans, comme je t'ai dit, sont des diversions. Diversions pour t'empêcher justement d'avoir un savoir solide, construit, etc. Donc j'en reviens à tout mon système. Tout ça, à mon avis, c'est une belle foutaise. On va nous la mettre très profond. Et en plus, tout le monde tend le tube de vaseline. Comme d'habitude, l'être humain ne voit rien venir. Et après, il va dire, oh bah alors, c'est dommage, l'Internet, ça fonctionne plus, ils l'ont arrêté. Mon téléphone, bah oui, après, ça devient une espèce de... Tu sais, ça va devenir une espèce de petite plaque toute noire. Après, je sais pas ce que tu fais avec. Le galet, là, tout joli, tout fait, tout vitrifié, t'en fais quoi une fois qu'il marche plus? Tu l'utilises pour caler un meuble? Parce que c'est comme ça, hein. Le jour où ils ont décidé de les éteindre, tu sais même plus comment aller d'un endroit à un autre, puisque tu n'as pas le GPS. Ça se trouve, la rue, elle est à 3 pas de chez toi, mais tu sais pas. Et l'info, et quand tu vas chercher l'info, parce que ça te donne toujours les infos, tu sais pas. Et quand tu as envie d'avoir le savoir, comme tu n'as pas de dictionnaire chez toi, tu n'as plus de bouquin chez toi, bah tu sais plus rien. Donc c'est le truc, je dirais que c'est tellement bien fichu leur couillonnade, leur truc, leur piège à con, tu sais, on va dire, c'est un grand traquenard, comme les trucs qu'on fait pour les lapins ou les souris. On est sûr, il y a le morceau de fromage, d'ailleurs c'est la même forme, bien carré, portable, mais quand ça va nous tomber sur la gueule le piège, la souris elle est morte. Hein. T'as aucun recours. Et tout est comme ça. Je veux dire, on te distribue la nourriture dans des centres qui s'appellent les supermarchés, hypermarchés. Le jour où on les approvisionne plus, tu manges comment? Des millions d'êtres humains rassemblés en un même lieu, les centres urbains, qui dépendent de ces centres de distribution massifs. S'ils sont plus approvisionnés, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se bouffer les uns les autres. Oui, oui. Combien de temps pour le retour du cannibalisme? 6 mois. Je te fous mon billet, 6 mois. Voilà. Tout est fait comme ça. Se déplacer dans les axes qui vont être tout de suite encombrés parce qu'il faut tout le monde panique, c'est bouché tout de suite. Ensuite, il suffit de faire 2-3 trucs. Plus d'électricité. La bagnole électrique, bah, tu peux l'abandonner. Hein. C'est comme le galet là. Le galet tout noir qui marche plus. Bah, la bagnole, c'est pareil. Tu peux la laisser là où elle est. C'est juste un tas de plastique, parce qu'il y a beaucoup de plastique dedans, pas beaucoup de fer maintenant. Ça ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a pas d'essence dedans, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas autonome. L'argent? L'argent, c'est quoi l'argent? Tout s'effondre là. Ton argent, il est virtuel. Qu'est-ce que tu vas montrer alors qu'il n'y a plus d'Internet? Tu vas montrer ton téléphone? Tu vas faire comment? T'as pas de billets? T'as pas de fric? T'as rien? Est-ce que tu vois le système dans lequel on t'a mis? Le système dans lequel on t'a mis, c'est le système de la super dépendance, la super fragilité. Tu ne possèdes plus rien. Leur idéal, on ne possède rien, même pas nos maisons, c'est à l'étude, même pas nos voitures, c'est déjà en place, aucun bien de consommation. Et quelqu'un qui ne possède rien, c'est pour ça que, bien sûr, on est d'accord, moi je suis hyper dans le spirituel, tu as compris. Je ne vais pas te faire l'apologie du matériel, parce que le matériel, il faut s'en séparer. Mais une certaine forme d'action, nous sommes dans la matière pour agir dans la matière. Et si tu n'as pas la possibilité d'agir dans la matière, si on t'enlève tranquillement, c'est-à-dire qu'on t'enlève tout ce que tu as dans la main, tes outils, ton silex que tu avais au départ pour bouffer, on te l'enlève. Eh oui, ton bœuf ou ta bestiole que tu avais domestiquée qui te permettait de te déplacer, un cheval, on te l'enlève. La bagnole, elle ne marchera pas quand ils auront décidé qu'elle ne marchera plus. Elle n'est même pas à toi. Les trucs que tu arrivais à troquer, le sel que tu avais accumulé au bord de l'eau, les fruits que tu avais ramassés, ou bien des os que tu avais sculptés, des coquillages, des coris, que tu utilisais pour aller troquer quelque chose et pouvoir ramener de la nourriture à ta femme et à ton enfant, ou à ton mari et à ton enfant. Tu l'as pas. C'est du virtuel. Tout est comme ça. Tout est en train de devenir comme ça. On t'enlève ton silex, on t'enlève tes coris, on t'enlève le cheval ou le buffle ou l'âne qui te permet. T'as plus rien. T'es nu, mon gars, ma fille, t'es en train de devenir complètement à poil. Et on t'a mis à la place des trucs dans la main, comme cette espèce de petite dalle noire qui peut redevenir noire quand ils en ont envie, et sans laquelle tu ne peux plus vivre. Et c'est pareil pour ta bagnole, c'est-à-dire que tu n'as plus de cheval, tu n'as plus rien, mais tu as quelque chose qui peut s'arrêter d'un seul coup. Et quant au coris, tout ce que tu troquais qui te permettait quand même de bouffer, parce que comme tu travaillais, tu avais mis du temps pour aller chercher les coris, tu avais mis du temps pour accumuler du sel, tu avais mis du temps pour chasser, pour tanner des pots et pouvoir vendre tout ça et nourrir ta famille. Donc c'était quelque chose que tu avais dans ta main. Tu vois, je remonte très loin, hein, je ne te parle même pas d'argent. Je te parle de tout ce qu'il y avait au début. Tout ce qu'on pouvait troquer qui nous permettait de vivre. Mais ça, c'est simplement des 0 et des 1 sur un endroit qui n'existe même pas, ton argent. Donc le truc s'éteint
plus d'internet, plus de machin, ou simplement tu es devenu un citoyen qui n'est pas civil, qui n'est pas assez sociable, qui n'est pas assez soumis, hop, ça revient à zéro. Tu peux plus manger. Tu veux aller à la boulangerie acheter du pain? De toute façon, il y a ton truc. Non, vous avez zéro crédit, vous ne pouvez pas acheter, vous êtes un citoyen qui n'est pas autorisé à. Donc tu es à poil, on est en train de nous mettre à poil. Et la base même de ce que je te dis, l'histoire de bouquin, c'est un ancrage de la connaissance humaine dans la matière. Et quand tu as un livre, c'est pareil. Parce que ta dalle, là, ta petite dalle adorable, ton machin luisant, trop joli, trop sophistiqué, puis tu lui mets une protection et tu fais... Parce que c'est un petit bijou, hein, ça coûte le prix, ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte très cher, cette merde de technologie, ces menottes technologiques. Eh bien, ce qui est génial, effectivement, quand on y regarde de près, c'est que quand ça s'arrête, tu n'as le savoir qui est dedans, tu n'es plus accessible. Mais le bouquin qui est chez toi, qui t'explique par exemple comment réparer ta bagnole, qui est une bagnole qui est atmosphérique, il existe. D'accord? Le bouquin qui t'explique comment te nourrir dans la nature, qui t'explique comment construire une maison, il existe. À part si bien sûr, comme dans le film Fahrenheit 451, on brûle les bouquins. Donc déjà, on est en train de te dire qu'est-ce qu'on va faire, pour te maîtriser, donc c'est qu'on t'enlève le savoir. Mais on t'enlève tous les outils d'ancrage dans la matière qui te donnent un pouvoir sur la matière. C'est pour ça que je reviens à ce que je te disais, le livre. Et le savoir égale pouvoir. Donc ça les emmerde. Parce que si tu as le savoir, et si tu as un moyen d'avoir du savoir, tu ne vas pas te laisser faire. Tu vas être facilement rebelle. Et j'en reviens à ma question initiale. Est-ce que tu étais du genre à lever la main à l'école? Je vais te dire une chose, je ne vais pas dire que j'étais du genre à lever la main à l'école parce que c'est pas vrai. Non, j'étais comme tout le monde. Quand il y a le professeur ou la professeure qui disait ça, je serrais les fesses, je disais un autre que moi. Ouais, pourtant, il paraît qu'à certains moments, j'ai pu être déjà grande gueule. J'avais été voir les dinosaures, je racontais les dinosaures, j'emmerdais tout le monde. Mais bizarrement, ça je peux dire, je l'ai vécu plein de fois. Quand il y avait le moment de la question, je n'avais pas envie de répondre, des fois parce que je ne savais pas, des fois je savais mais je n'avais pas envie. Et ça c'est là, tu vois, il y a un truc important. Et moi, je vais dire une chose, une des premières choses qu'il faut faire dans une vie, c'est apprendre à lever la main, même quand tu ne sais pas. Parce que quand tu apprends à lever la main, tu existes. Alors bien sûr, il y a ceux qui parlent à tort à travers. Ça, c'est une variété, ce n'est pas cela que je suis en train de proposer comme exemple. Mais c'est que toi, si c'était pas ou si ce n'est pas ton style, c'est qu'il y a un truc à travailler à l'intérieur de toi. Je t'explique. Transpose ça ailleurs. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas des choses que tu acceptes parce que tu te dis, c'est pas terrible, mais ça pourrait être pire? Moi, je vais te dire une chose, quand je regarde ma vie d'avant, et avant les grands coups que j'ai pris, des grands coups dans la gueule qui m'ont été envoyés d'en haut pour me réveiller, parce que j'en ai eu des sérieux, j'étais dans une vie finalement où je me rends compte que j'étais en perpétuel esclavage. J'étais l'esclave de ma famille. J'étais en servitude. Et pour moi, cette espèce d'inconfort relatif, mais qui était aussi un confort relatif, tu vois, j'avais trouvé une sorte d'entre-deux dans la médiocrité de la vie, de mes satisfactions, me convenait. Comme on dit, je faisais avec. Est-ce que tu vis des situations analogues où il y a des choses dans ta vie qui ne te plaisent pas? Tu en as marre de supporter ton compagnon, ton mec ou ton mari. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses dans le comportement de tes enfants, ça ne va pas. Il y a des choses dans le comportement de ta copine, de ta femme, de ta compagne, ça ne va pas. De ton père, de ta mère, ça ne va pas. Mais tu composes. De tes collègues, de ton chef, de ton patron, mais ça va pas. Au fond, tu composes. Ça te plaît pas tellement, mais tu fais avec. Et puis tu t'octroies des petits moments de plaisir. Ça va être pendant les vacances. Ouf, on va pouvoir souffler. Ouf, il y aura ci. Ouf, il y aura ça. Mais la semaine, c'est une suite de corvées. Peut-être que même faire l'amour, c'est une corvée pour toi. Peut-être que aller voir les parents, les beaux-parents, c'est une corvée pour toi. Peut-être qu'amener les enfants à tel endroit, parce qu'il faut quand même, c'est une corvée pour toi. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, vous exagérez, justement, vous nous dites que la vie, c'est accepter, l'acceptation, c'est, Inch'Allah, c'est le fond même de la foi. Ouais, non, mais tout à fait, que c'est accepter ce qu'on a de bien dans la vie, puis de l'autre côté, vous êtes en train de nous dire, il faut se rebeller. C'est pas au même endroit que ça se situe. C'est pas au même endroit que ça se situe, mon gars, ma fille. Je te parle pas de la même chose. Quand tu dis Inch'Allah, tu es en train de dire ce qui a été décidé en haut, les grands axes de ma vie, les grands... Et quand on dit Inch'Allah, ça veut dire les choses qui m'arrivent et qui sont quand même assez imprévues. Et globalement, c'est des coups dans la gueule.
C'est des coups dans la gueule. Et c'est là où le Inch'Allah, il est fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est un peu puissant. Mais au lieu de mettre la tête dans le sable et de me rebeller contre ce qui m'envoie ça, qui est la source, le divin, ce que je ne comprends pas de la vie, je vais l'accepter et essayer de voir à partir de ça ce que je peux faire. C'est une attitude au contraire de rébellion par rapport à la passivité, à une espèce de colère rentrée, de colère contre l'univers. C'est-à-dire que tu vas transformer du négatif que tu n'avais pas prévu une tuile. Ou bien même, ça peut être dans l'autre sens, une chance, mais qui peut être une tuile masquée. Hein. Mais tu vas essayer d'en faire quoi? C'est Inch'Allah. C'est l'acceptation du plan divin. Ça n'a rien à voir. Là, je ne te parle pas de ça, je te parle de ton rapport dans la matière avec les autres êtres humains. C'est-à-dire les autres âmes incarnées, ceux qui sont dans la même galère que toi, qui sont en train de ramer à côté de toi sur le banc de rameur. Mais s'il se trouve qu'à côté de toi, ça peut se passer dans un avion. Je revenais dans mon avion, j'étais à côté d'un monsieur qui était corpulent, mais surtout qui ne s'était pas lavé. J'ai dû supporter ces odeurs de sueur pendant tout le trajet. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et je vais te dire une chose. L'avion était plein. Mais normalement, Xander se lève. Et il va ailleurs. Et comme je suis courtois, je demande, je discute avec les gens qui sont à bord. Là, ce n'était pas possible, j'ai essayé. Dans l'os. Bon, là, tu n'as pas le choix. Parce que des fois, dans la vie, tu n'as pas le choix. Mais regarde de près, dans la vie, souvent, et ça m'est arrivé, j'ai souvent changé de place. Je ne reste pas là où je suis, je ne supporte pas. Au début de ma vie, oui. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé parce que j'ai compris une chose, on a toujours ou presque toujours le choix. Et donc, il y a de très rares cas où vraiment, comme on dit, tu es coincé. Et je t'ai choisi un exemple pour que tu ne viennes pas me le chercher, je dirais, et que tu ne me dises pas, oui, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Oui, c'est vrai. Mais si tu regardes de près, le choix, tu vas l'avoir d'une autre manière. Tu vas l'avoir à un autre moment. Et quelque part, bien évidemment, bon, c'était un trajet qui était extrêmement court, un peu plus d'1 heure, c'était pas un gros problème. Mais je t'assure que si j'avais eu 12 heures à passer, j'aurais quand même trouvé une combi. Je ne sais pas laquelle. Ça serait négocié. En général, dans les très gros porteurs, il y a toujours une place ou deux qui restent. Mais en tout cas, j'aurais trouvé un moyen. C'est-à-dire que quelque part, même si on te met face à quelque chose qui est très difficile ou tu es coincé, il y aura toujours quelque part une espèce de prise en compte. Tu n'es pas mis à l'épreuve au-delà de ce que tu peux. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pour en revenir à cette histoire du choix ou du non-choix, d'accepter ou de non acceptable, qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie, dans les rapports humains, autour de toi, et que tu voudrais changer? Moi, je t'invite à faire une chose, c'est à prendre comme toujours 1 heure ou 2, à prendre 2 feuilles de papier et d'écrire sur le papier les éléments qu'au fond de toi, tu n'acceptes pas, tu ne supportes plus. Que ce soit le comportement de tes gosses, que ce soit le comportement de ton mari, de ta compagne, de tes collègues, de ton patron, de ceci, cela. C'est simplement l'idée que tu le regardes en face. C'est-à-dire que tu lèves la main. Tu lèves la main pour t'exprimer d'abord à toi-même. C'est-à-dire que ta main, elle est baissée. Parce qu'il y a une partie de toi qui dit « je ne suis pas content ». Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour dire qu'il n'est pas content? C'est ça que tu dis à toi-même. Et là, tu gardes la main baissée. Tu dis oh, ça va. De toute façon, bon, les enfants, c'est les enfants. Mon mari, c'est mon mari. Ma femme, c'est ma femme. Les patrons, je ne peux rien échanger. Les collègues, ils sont infects. Le temps de trajet, je ne le supporte pas. Tous les éléments, ces éléments-là, tu en as fait, tu les as acceptés parce que tu t'es dit, j'ai pas le choix. Donc là, simplement, c'est tu dis, je lève la main et je vais le dire, et je vais me le dire à moi-même. Tu les écris, simplement, si tu as envie, ou tu les formules. Et moi, je vais te dire une chose, maintenant, tu regardes tous ces éléments-là, parce que tu as déjà commencé par lever la main, et tu essayes de voir ce que tu peux changer ou que tu voudrais changer. Je ne te dis pas que c'est forcément facile. Il ne s'agit pas d'envoyer tout bouler. On n'est pas dans cette logique-là qui va transformer, je dirais, une passivité en agressivité. Mais sache que si tu acceptes pendant un certain temps certaines choses qui, au fond, sont inacceptables ou te sont pesantes, parce que tu t'es mis dans un confort inconfortable acceptable, le jour où ça va sortir de toi, ça va sortir avec beaucoup de violence. Donc ce sera décalé. Les gens ne comprendront pas. Tu n'auras pas le résultat que tu veux.
Et ça, c'est très important. C'est toujours dans la calme, la tranquillité, tu essaies de trouver la solution. Des fois, elle n'existe pas, bon, comme dans mon histoire, mais des fois, elle apparaît. Et si tu y penses, si tu acceptes cette façon de te comporter, tu vas pouvoir résoudre la question. Alors que si ça, tu sais, c'est comme ces gens dont on dit, ils sont trop gentils, puis un jour, ils explosent. Ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que là, c'est sûr que de toute façon, tu vas perdre et tu vas retomber dans un inconfort des fois encore plus grand, plus le jugement négatif des gens autour de toi qui ne t'auront pas compris. Naturellement, l'être humain, il n'est pas enclin à la rébellion. Il est enclin à l'insertion, à l'intégration, parce que nous nous incarnons à partir d'une espèce de primate, et les primates, ils sont d'abord sociaux. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être intégré, parce que pour nous, ce qui est important, c'est l'amour. C'est recevoir, et recevoir l'approbation des autres, c'est une forme d'amour. Tu es en quête d'amour, tu peux pas nier, même si tu te donnes le genre, je suis une dure à cuire, je suis un dur à cuire. C'est ta base. Tu peux pas nier, je dirais, tes gènes, la façon dont tu es incarné dans la matière, et ça passe par une génétique aussi, l'incarnation. Tu ne peux pas nier ce que tu es. Tu es en quête d'amour, tu es venu pour cette histoire qui s'appelle amour, être aimé, aimer et être aimé. Et ça apparaît dès le début. Le bébé, il veut être aimé de ses parents, hein. C'est fondamental. Le lien, c'est un lien d'amour. Donc, on veut être intégré, on veut s'intégrer, on veut se socialiser. Et la vérité, c'est qu'on oublie une chose, c'est que l'aventure de l'amour, elle commence par soi. S'aimer soi-même. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, l'état où tu es arrivé de ta vie, tu dois commencer par cette règle. Est-ce que je me respecte moi-même? Est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que je m'estime moi-même? Et si tu acceptes de dire oui, il y a des choses que tu ne peux plus accepter ou que tu ne dois pas accepter et que tu dois donc changer. La rébellion, c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel. On vient dans la matière, on vient s'incarner pour l'apprendre. On vient pour apprendre à s'aimer d'abord soi-même. Et ce n'est pas donné. Beaucoup de gens commencent par aimer les autres, ou ils pensent aimer les autres comme il faut, mais ils oublient de s'aimer soi-même. Et en vérité, ils aiment mal. Ce qui fut mon cas, comme je te l'ai déjà signalé. J'ai toujours fait les 4 volontés des gens qui étaient autour de moi, ça commence avec mes parents, en croyant que c'était cela aimer. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu fais certaines choses, certains actes, et que tu vas valider, donner ton aval, quand tu vas avaliser, quand tu vas donner ton aval, quand tu vas valider un comportement en face, tu ne fais pas que parler pour toi. Tu ne fais pas que acter dans la matière pour toi. Tu vas acter pour tout le monde. Donc quand tu te mets dans une certaine position servile ou de soumission, ce n'est pas que toi qui es en train de mettre des éléments en place pour ta vie. Tu vas fabriquer quelqu'un qui va recevoir l'approbation que c'est la bonne attitude de son côté que de dépasser la limite, de se conduire mal. Et ce qui ouvre une perspective bien plus vaste encore. Parce que dans la matière, ce que tu fais, c'est une vibration d'énergie. Tu envoies un message à quelqu'un et tu vas donc valider qu'il est normal d'outrepasser ses droits. Il est normal d'abuser. Il est normal de se conduire en salopard ou en salope. Il est normal de se conduire comme une garce ou comme un sale type. Et à partir de là, tu vas, ce qu'on en revient à cette histoire de bourreau de victime, mais d'une façon un peu différente, tu vas encourager, tu es en partie responsable de cet état dont tu te plains. Et c'est valable pour la société en général. Nous nous plaignons d'avoir aujourd'hui des maîtres, des gens qui nous contrôlent, qui ne nous écoutent pas, des gens dans le politique qui en font qu'à leur tête et qui sont évidemment les marionnettes d'autres personnes. Nous nous plaignons de ce que nos pays, les pays ne sont plus gouvernés par les pays, ils ne sont plus souverains. Nous nous plaignons de ce que les décisions sont prises ailleurs. Nous nous plaignons de plein de choses. Mais nous avons tout fait pour donner les fouets et les bâtons pour nous faire battre. Parce que nous avons donné ce pouvoir que ces gens détiennent sur nous, nous le leur avons donné. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour nous révolter, nous rebeller au bon moment. Cette chose-là, elle est valable au niveau individuel dans ta vie, elle est valable au niveau collectif. Parce que c'est bien gentil aujourd'hui de dire oui, on nous a privés des libertés à l'occasion d'un phénomène, une pandémie, etc., une crise sanitaire. Par exemple, de dire on nous a fait ci, on nous a fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, on nous a fait ci. Oui, mais regarde, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Comment tu votes les pleins pouvoirs pour quelqu'un? On vote les pleins pouvoirs à Adolf Hitler. Le peuple allemand, après, il en a pris plein la gueule, hein. Toute la jeunesse d'une génération a été exterminée.
Les Japonais qui donnent les pleins pouvoirs à un système qui est impérialiste, de généraux nationalistes et guerriers. Ah ben, ils ont bien morflé, hein. Nous sommes responsables en partie des gens que nous accusons d'être nos bourreaux. Donc la rébellion, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui est bon non seulement pour soi, mais qui est bon pour tous. Donc déjà, à ton niveau individuel, pose-toi les questions de cet inconfort confortable dans lequel tu t'es mis, de cet acceptable de l'inacceptable, où tu vis ta vie et tu dis « je ne lève pas la main ». Moi, je dis que ça commence par la première étape, lève la main dans ta vie. Donc tu lèves la main, tu prends un crayon, parce que moi, j'en crois à l'écrit. L'écrit, c'est ce qui structure les choses. Tu vas ancrer des choses. Si tous les matins, tu mets une liste des choses que tu veux, que tu les récites à voix haute et tu les demandes à l'univers. Tu ne crois pas en Dieu? On s'en fout. Le Dieu, il est autour de toi partout. Si tu ne sens pas sa force, je n'y peux rien. Mais c'est l'univers en entier, tu en fais partie. Demande à l'univers ce que tu veux, tous les matins. Gentiment, s'il te plaît, je voudrais ça. Donne-moi ça, c'est ce que je veux. Visualise ce que tu veux. Je t'assure que ça va venir. Et visualise aussi, mets sur du papier, concrétise, matérialise les éléments que tu veux changer. Je ne veux plus ci, mais aussi ne te contente pas de dire ce que tu ne veux pas. Dis ce que tu veux. Je veux un mari qui soit aux petits soins, qui s'occupe de moi, qui m'embrasse, qui soit gentil, qui ne soit pas en train de grogner, qui passe pas son temps devant la télé ou devant ses jeux vidéo ou dans son portable ou avec ses copains, etc. Avec qui je puisse parler. Je veux une compagne qui, pareil, c'est réversible, hein, je ne vais pas reprendre les mêmes éléments, c'est pareil. Qui ne soit pas avec ses copines, qui ne soit pas, etc., qui ne soit pas tout le temps sur son portable et qui ne m'écoute pas et qui soit attentionné, qui vienne m'embrasser, qui... Je veux des enfants qui m'obéissent à la maison, qui rangent leurs affaires, qui arrêtent de foutre le bazar partout, qui ne me répondent pas mal en public. Je veux des collègues de bureau qui arrêtent d'être désagréables, qui me respectent, qui ne viennent pas envahir mon plan de travail, qui ne déplacent pas mes affaires, qui ne viennent pas saboter mon travail. Je veux un chef qui me respecte, qui ceci, qui cela. D'abord, la première étape, c'est lever la main. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux changer? Et l'élément, c'est d'abord pas simplement dire « je ne veux plus ça », mais « je veux ça à la place ». Et tu vas le projeter autour de toi, tu vas dire. Et ensuite, deuxième élément, qu'est-ce que je peux faire dans la matière, avec les gens, pour modifier les conditions? Et c'est là qu'il faut agir différemment. Non pas en supportant comme une cocotte minute qui à un moment va péter, et comme tu auras pété ton câble, personne ne comprendra et personne ne t'approuvera, parce que les autres vont recevoir juste la charge émotive agressive. Et puis ils vont continuer dans leur attitude de merde. Rien ne va changer. Tu pousses un gros coup de gueule à la maison, d'abord déjà ils vont peut-être mal réagir, mais surtout ça ne va pas être en profondeur. Non, tu viens, tu dis, tiens, tu viens les faire asseoir. Tu sais les canapés là qui servent à se vautrer et à recevoir l'endoctrinement par l'écran, hein, la boîte à con qu'on appelle la télé, tu le modifies ton canapé. D'abord, tu devrais l'utiliser plutôt pour faire des galipettes. Hein. Moi, je te dis, c'est plus intéressant. Et la télé éteinte. Hein. Bon, bref. Et sinon, effectivement, c'est un endroit, effectivement, on peut s'asseoir et on peut parler. Hein. C'est l'endroit un petit peu comme sous le tipi. Hein. Tu sais, sous le tipi indien. Calumet de la paix, on va discuter. Et là, on dit aux gens, voilà, moi, je fais ça. Tu parles de toi? Je fais ça tous les jours, je fais ça. Et je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfaite. Est-ce que vous croyez qu'il n'y aurait pas des choses que vous pouvez changer dans votre comportement pour que ça aille mieux pour tout le monde? Et ça, c'est valable aussi pour le compagnon, la compagne, le mari, la femme. Si tu ne veux pas le faire sur le canapé, donc dans la chambre conjugale, hein, on discute un peu, calmement, en disant, moi, je ne suis pas satisfait de ça. Tu pars de toi. Un élément, moi, je lève la main. Moi, ce truc-là, je trouve que ça commence à être pénible. Et ça peut se transposer, bien sûr, tu ne vas pas faire ça au canapé sur le lieu de travail, bien que, bon, je dis ça au passage, mais les promotions canapé, c'est une horreur qui revient avec le système féodal pourri, une nouvelle caste de seigneurs qui se remet en place dans les entreprises. Hein. Le château fort, c'est l'entreprise. Tu avais capté que le truc avec le pont-levis, tu sais, le pont-levis, tu passes ou tu passes pas. Maintenant, tu as des gars à l'entrée qui ont des oreillettes, des malabars. C'est l'équivalent des gars qui étaient proches du pont-levis, qui avaient des masses ou des haches et qui te tapaient sur la gueule si tu voulais entrer. Et le château fort, il n'est plus fait en pierre. Il n'est pas fait en pierre. Le château fort, maintenant, il est fait avec des surfaces de verre, de métal. C'est le building qui abrite le siège de l'entreprise où tu bosses, etc., où ils te regardent quand tu viens comme de la merde.
Tu as des petites nanas ou tu as des gars propres sur eux qui te regardent, c'est des valets, des maîtres, et qui te font sentir que tu arrives ici, attention, il y a du pouvoir et tu dois te mettre à genoux. Tu es au courant de ça? Tes maîtres sont revenus. Donc, maîtres sont revenus. Les aristocrates, les seigneurs qu'on a foutus dehors, on leur a botté le cul. Ils sont de nouveau revenus, hein, mon gars, ma fille. Hein. Ils sont là. Ils ont leurs immeubles de verre, leurs buildings. Tu as leurs enseignes, tu sais. Tu te rappelles l'histoire des armoires? Mais il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est à tomber par terre. Mais personne ne le voit. Je suis le seul ou quoi? Les armoiries d'avant, les blasons, que tu devais te mettre à genoux, lécher le blason. Hein. Ben, c'est pareil, c'est la marque de l'entreprise. Les grandes marques, tu sais, qui fabriquent des bagnoles, qui fabriquent ceci, qui sont des groupes financiers. C'est les blasons, les armoiries. Les seigneurs sont revenus. Donc ça veut dire que les serfs, les esclaves, les serfs c'était des esclaves. Ils possédaient ni leur terre, ils possédaient rien. Et on revient au début, tu as remarqué, on fait en sorte que tu vas bientôt rien posséder. Sauf ce qu'on t'a donné, ce qu'on t'a alloué. On est gentil, on te donne un portable, on te donne une voiture, mais on peut te les retirer, on te donne de l'argent virtuel. Et hop, on peut tout enlever si tu n'es pas un gentil serf, une gentille serve. Si tu ne donnes pas le droit de cuissage, parce qu'un jour, toutes les bonnes femmes, ta femme devra y passer, mon gars, ma fille. Mon gars, si tu n'es pas tout en haut de la pyramide, ta femme devra donner son cul. Excuse-moi, mais il y a une chose, c'est que toi aussi, tu devras le donner. Et tes enfants. C'est le monde qui vient. Bienvenue dans le monde actuel. Le monde de Big Brother. Il est déjà là. Donc, pour en revenir à cette histoire de châteaux forts qui sont devenus les sièges des grandes entreprises et qui sont aussi... je dirais, tu as les douves, hein, les douves, tu peux pas arriver, il faut montrer patte blanche, il faut avoir rendez-vous. Tu viens pas comme ça. C'est les douves, tu sais, avec la flotte autour. Ben, c'est pareil, mais ça a changé de forme. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc les promotions canapé, c'est revenu maintenant et ça se fait. Et comme ils sont extrêmement puissants et que tu dépends d'eux, tu n'es même pas au courant éventuellement que... Et c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est horrible effectivement, que dans beaucoup de couples, il y a déjà cette compromission avec le patron, avec ceci, avec cela. Parce que c'est une question de pouvoir et nous avons je dirais, ce mauvais penchant à vouloir être inséré, à ne pas perdre le petit peu que nous avons. Donc à accepter tout et n'importe quoi. Donc dans l'entreprise, c'est une autre paire de manches. Tu vas me dire, ah bah là, je peux pas, c'est le gagne-pain. Mais là, c'est ce qu'on t'a fait croire. Parce qu'on le principe le plus subtil, c'est de t'avoir mis en esclavage. Tout le monde aujourd'hui a des droits, tout le monde est citoyen. Mais en vérité, il y a des gens qui en ont moins que d'autres. C'est de te faire croire que tu votes, que tu changes le monde. Or, les élections, on peut maintenant les manipuler par l'informatique, donc c'est terminé. Les élections qui sont des élections qui reflètent les gens. Déjà, les candidats qu'on te donne, puisque les médias sont achetés, qu'on te vend, ce sont les candidats qui sont ceux qui doivent appliquer la politique de certains qui ont décidé que c'était eux les maîtres. Donc, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ton choix, il est réduit. C'est genre la glace au chocolat au lait ou la glace au chocolat noir. C'est toujours du chocolat. C'est toujours les mêmes. Voilà, il faut que tu saches que c'est pareil. C'est pour ça que tu les vois ensuite se copiner dans les restaurants, se retrouver, voilà, et banqueter, faire des agapes, et voilà, tout ça, c'est... Ils sont copains par derrière. Même les chefs d'État, il n'y a pas de problème. Parce que le système, il monte très très haut maintenant. Hein. Il faut rien qui échappe à ce système, malheureusement. Parce que c'est normal, quand tu veux le pouvoir, tu fais les choses bien ou tu ne les fais pas bien. Donc, ils ont bien verrouillé l'ensemble. Donc, en fait, le problème, effectivement, tu vas me dire, c'est que là, ça touche à ma croûte. Mais c'est pour ça, c'est parce que tu as décidé de ne pas lever la main qu'ils ont pris une assurance, qu'ils se sentent invulnérables et que tu les as ancrés dans leur statut de maître, de patron, de chef, de leader, d'hommes et de femmes supérieurs à la grande masse. Ce qu'on appelle le vulgum pecus, le troupeau vulgaire. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Alors, il n'y a pas que les gens des entreprises et des banques et des financiers. Tu as tous les gens qui gravitent autour et qui font partie de ces gens qu'on te propose comme modèle. Les gens du show business, les gens des médias, les gens de la télévision, acteurs, actrices, chanteurs, tous ces gens-là sont aussi à la gamelle. Tous achetés. La preuve, quand on a eu la fameuse crise sanitaire, tu en as vu un qui s'est levé, il n'y a eu quasiment personne. Nos artistes. Personne ne s'est rebellé contre des mesures qui étaient incohérentes, alors que normalement, ce sont nos porte-paroles. Les artistes sont nos porte-paroles. Le système nous montre maintenant que les artistes aussi ont été achetés. Il n'y a plus de Van Gogh, hein. Il n'y a plus de Rimbaud, il n'y a plus de Verlaine, il n'y a plus de Baudelaire. Hein.
Tout le monde a baissé sa culotte. Tout le monde va à la gamelle. Parce qu'il faut monter les marches du podium pour aller recevoir une récompense. Et si tu veux arriver à monter les marches, à faire partie des happy few, qui ont les rôles dans les films, qui ont les places, qui ont accès à ci, à ça, qui ont le succès, il faut que tu fasses preuve d'une grande soumission. Donc tout ça fait qu'on a quelque chose qui s'est mis en place avec des millions, des centaines de millions d'actions de consentement et de soumission. Le pouvoir qui a été donné à ceux qui se veulent les maîtres et qui contrôlent la situation et qui organisent la matière suivant les principes de la matière, il est immense. Et il te semble tellement immense que tu dis c'est perdu d'avance. Mais pourtant, ça va commencer avec toi. Ça commence à travers l'individu. Le fait de dire « je ne suis pas d'accord ». Il faut apprendre la rébellion. La rébellion, c'est ce qui va nous sauver. La rébellion, on n'a plus le choix. La rébellion, on n'en a pas envie. Ah non, moi je peux dire que j'en ai pas envie. J'ai passé plus de 50 ans à ne pas vouloir me rebeller. À voir des choses, même dans ma propre vie, et à dire non, je passe. Je laisse un autre lever la main. Vas-y, laisse un autre lever la main. Personne ne lèvera la main. Parce que tout le monde à la fin aura des menottes. Tu seras menotté à la table. Tu ne pourras même pas la lever. Tu peux quasiment déjà plus la lever, ta main. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a première étape. Qui veut lever la main? Tu lèves la main. Et la deuxième étape, et c'est ça qui leur fout la trouille, c'est que tu ne lèves pas la main, tu lèves le poing. Et ça c'est une trouille qu'ils ont, mais monstrueuse. C'est pour ça qu'ils vont te faire des espaces de dialogue quand même. Ils vont te faire des oppositions contrôlées. Pendant la crise sanitaire, tu as eu des grands professeurs, tu as eu des grands médecins qui ont pris position noblement. Et aujourd'hui, on en est où? Ils disent quoi? Ils font quoi? Ceux qui ont vraiment pris position, ils sont morts assez vite. Hein. Je me rappelle de ce monsieur, professeur Montagnier, remarquable. Hein. Mais certains autres, c'est de l'opposition contrôlée. Parce qu'on va te donner des faux espaces de dialogue. Ils se disent, bon, de temps en temps, ça va bouger. Ben, il faut qu'il y ait de l'opposition contrôlée. Des gens qui vont faire semblant de ruer contre le système. Mais vraiment la vraie, de vraie rébellion, enfin la vraie, de vraie rébellion, ils n'en veulent pas. Parce qu'elle passe par le spirituel. Parce qu'elle passe par un démontage comme celui que je suis en train de te faire. Et ça, non. Donnez vraiment l'indépendance aux gens, leur donner les vrais tuyaux. Allez blablater à la façon d'Astérix et Obélix, puisqu'on est un peuple en France de gens qui adorons discuter et qui adorons nous plaindre et contester. Oui, allez, on vous laisse un peu aller dans la rue. Encore que quand il y a eu un petit peu trop, que ça a débordé, on a vu, il y a eu des gens qui ont été éborgnés, il y a eu des blessés. Hein. Les gilets jaunes, ils s'en souviennent. Ils sont où aujourd'hui? Donc la première étape, c'est dans ta propre vie, déjà, tu regardes. Tu vas donc essayer de rectifier, de demander si on peut changer. Parce que c'est un dialogue avec les proches, les gens qui vous aiment. On n'est pas dans un fight, on n'est pas en train de lever le poing. Là, tu lèves la main. Parce qu'on est dans des rapports quand même, c'est la famille, c'est les amis. N'est-ce pas? On peut discuter. Personne n'est méchant. On peut recalibrer. Le mari, le compagnon, il va comprendre s'il t'aime. La compagne, la épouse, elle va comprendre si elle t'aime. Les enfants, ils vont comprendre. Parce que déjà, souvent, les enfants, ils aiment leurs parents. Et les parents, ils vont te comprendre parce que normalement aussi, les parents aiment leurs enfants. Donc tout ça, et les amis, eh ben, s'ils ne veulent pas te comprendre, eh ben, ce n'est pas des amis. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui se réjouit quand tu es heureux et qui est malheureux quand tu es malheureux. Beaucoup de gens ne sont pas des amis. Regarde comment sont tes amis. Se réjouissent-ils vraiment, sincèrement de ton bonheur? Sont-ils vraiment affectés, tristes, quand quelque chose ne va pas dans ta vie? Et tu vas t'apercevoir que les vrais amis, il y en a très peu. Mais ça existe néanmoins. Il ne faut pas se contenter de demi-mesures. Dans l'amitié comme dans l'amour. C'est vrai. Et donc ça, c'est facile, il suffit de lever la main. Mais malheureusement, il apparaît que comme les chaînes ont été mises depuis longtemps, que les consentements ont été collectifs, dans d'autres domaines où le rapport de force est barbare, inhumain, parce que c'est ça le problème. Dans certaines zones, on ne te laisse pas le choix. Donc ça veut dire qu'on t'appuie sur la tête. Ils t'appuient sur la tête avec leurs pieds, avec leurs bottes. Et ça, c'est plus difficile et on est bien d'accord. Là, il va falloir effectivement y aller, d'abord en levant la main, dire voilà, cette condition, ça ne va pas, avec les collègues, là, il faut qu'on en parle, etc. Mais toujours calmement.
voir ce qui peut se négocier, mais toujours exprimer la chose avant qu'elle arrive au niveau émotionnel de ta tête, où ça devient, où tu ne peux plus contrôler ton émotion, où ça va partir en colère. Et au niveau de l'endroit où tu existes, où tu travailles, il faut aussi signifier les choses qui ne vont pas. Alors après, bien évidemment, tout le problème, il va être de « je risque ma place ». Moi, je vais te dire une chose. C'est pour ça, justement, qu'on ne s'en sort pas. Et qu'est-ce que tu vis dans la matière et que tu acceptes? Quand une porte se ferme, souvent d'autres s'ouvrent. Moi, dans ma vie, j'ai expérimenté ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je te parlerais si je n'avais pas dégusté un max? Probablement pas. Mais il a fallu que tout me soit enlevé, que je sois par terre, que je sois trahi à un niveau que tu n'as même pas idée. Et je ne te souhaite pas que je perde tout pour que je me dise « Ah ben tout ça, c'était n'importe quoi. Je me mentais à moi-même. J'acceptais une situation en me disant « c'est mieux que rien ». Mais la vérité, c'était qu'il valait mieux rien que ce que je vivais. Mais je n'avais pas compris. Donc là-haut, on a décidé de me secouer un grand coup, de m'éveiller. Ah ben alors là, ils n'ont pas été de ma morte. Hein. Là, ça a été carrément missile sol-air. Hein, carrément. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment fallait tout foutre en l'air. Et donc, j'ai été coulé comme un navire qui coule. Voilà, le vaisseau qui tombe. Mais justement, tout a été détruit, mais pour reconstruire. Des fois, dans la vie, tu as des chutes bénéfiques. Dans le tarot, cela correspond à l'image de la tour. Les gens qui font de la guidance ou de la médiumnité utilisent les cartes et les cartes sont un moyen. Ce n'est pas quelque chose qui ouvre des portes ou des choses dans le domaine de l'interdit, parce que ça, c'est une vision doctrinale, dogmatique. J'ai mis du temps à m'en libérer, j'ai mis du temps à comprendre que beaucoup de choses qui existent ne sont pas négatives. Elles sont juste là comme des vecteurs, comme des moyens. C'est ce qu'on met dedans qui peut être négatif, comme on l'utilise. Il y a une carte qui est celle qui s'appelle la tour. La tour, tu vois quelqu'un qui dégringole d'une tour, la tour s'écroule. C'est comme aussi la carte qui symbolise... bon, il y a la carte du diable qui n'est pas négatif, parce que c'est la carte des recommencements comme la carte de la mort. Toutes ces cartes évoquent en fait quelque chose de soudain, d'imprévu, et qui vient tout mettre par terre. Mais quelquefois, c'est justement pour permettre une renaissance, une reconstruction, une réédification. Quand les bases sont pourries, quand les choses ne vont pas, il ne faut pas avoir peur de quitter. Il ne faut pas avoir peur de rompre avec une situation qui est mauvaise, de rompre avec quelqu'un qui vous fait du mal. Sachez ouvrir les yeux sur les relations qu'on appelle toxiques. Vous avez une relation avec un partenaire, une partenaire dans l'amour, et cela vous fait du mal. Quittez, coupez, ne vous retournez pas. Parce qu'il y a tellement mieux sur la terre. Sachez que ça, c'est une chose que je dis aux gens qui souffrent dans des relations amoureuses. Il y a quelqu'un quelque part qui va vous donner exactement ce que vous attendez et qui va, en échange de ce que vous donner la même chose. Une relation épanouie, une relation d'équilibre, d'abondance, où vous serez bien, où vous serez aimé autant que vous aimez. Cette personne-là, en restant avec celle qui ne vous convient pas, vous ne lui permettez pas d'arriver sur la scène de votre vie, sur le théâtre de votre vie. Elle ne peut pas venir tant que vous n'avez pas fermé cette porte précédente. Dans une vie, quelquefois, même dans un couple, ça ne va pas. Il faut essayer autant qu'on peut de recoller les morceaux si effectivement il y a de l'amour, et il y a souvent de l'amour. Et il y a souvent des moyens de lever le doigt. Lever le doigt et dire « il faut changer ça, il faut qu'on parle ». Et c'est pourquoi d'ailleurs les conseillers conjugaux, les sexologues, tout ça c'est très intéressant. Si on peut se faire aider. Et il y a une chose, c'est que cette démarche de discuter, elle est la caractéristique de notre humanité. C'est ce qui nous rend si grands. C'est qu'on peut se mettre avec une autre personne autour d'une table, sur un canapé, assis sur un lit, ou à une table dans une entreprise, normalement, si ça devait être normal, et on peut normalement parler. Et si on ne le peut pas, ou si ça n'aboutit pas, c'est là qu'il faut quand même peut-être envisager d'autres solutions. Parce que si c'est bloqué, c'est comme si, je vous donne l'exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes dans une posture, coincé contre quelque chose, un bout de métal, un bout de fer, un bout de bois, c'est en train de couper votre circulation, ça va bientôt vous faire saigner, ça va créer une blessure. La douleur est insupportable. Vous devez changer de position. Ben, c'est pareil la vie.
La vie, quelquefois, vous avez des situations où vous devez partir, où vous devez tourner le dos, tourner la page, pour reconstruire. La rébellion, ça implique effectivement une prise de risque, mais ce n'est pas une prise de risque aveugle, pour détruire aveuglément, pour faire n'importe quoi. La rébellion, c'est une façon de accepter qu'une situation puisse ne pas être améliorable, parce qu'en face, ça ne peut pas s'améliorer, et quelque part, tourner le dos et rompre avec cette situation si on le peut. Parce qu'il y a aussi des cas, des impossibilités, et c'est pour ça qu'au début, j'ai évoqué un élément d'impossibilité physique, mécanique. Ça peut arriver, mais il y a la temporalité. La temporalité, à un moment, je suis sorti de l'avion. Je n'ai pas eu à supporter cette personne qui ne prenait pas de respect des autres, ni d'elle-même, et j'ai pu sortir, le temps était bref. Merci à l'univers, merci à Dieu. Donc si le moment n'est pas propice, il faut attendre un peu, le moment va l'être un peu plus loin. Je me rappelle de ce film qui est aussi un roman, Papillon. Il y a un moment pour s'échapper, il y a un moment pour retrouver la liberté. Nous vivons dans la matière, c'est uniquement là que nous connaissons la temporalité. Il faut aussi choisir le bon moment, mais il ne faut pas non plus différer. La procrastination, ça ne résout pas les problèmes. Donc de toute façon, dans certains cas, si le dialogue n'a pas suffi, on se dit bon, il faut se préparer. Et se préparer, ça veut dire prendre le temps de ne pas rompre dans la violence, la brutalité, ce qui va vous mettre en situation justement de faiblesse, mais préparer le départ, la rupture. Tu vois, ce que je te dis, c'est que tout ça, c'est extrêmement mesuré. La rébellion n'est pas un acte d'émotion, de violence, d'agressivité. C'est un acte de dialogue. C'est une communication avec le monde. Tu communiques, tu échanges. Voir si c'est améliorable. Et ça l'est souvent. On arrive souvent à des mieux. Tu parles à tes collègues. Bon, ce que vous faites là, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement pénible. Pourriez-vous le modifier? Parce que vous venez sur mon plan de travail, vous venez poser ça. Bon, chérie, je trouve toujours tes chaussettes au même endroit. Le tube dentifrice est toujours ouvert. Est-ce que tu veux bien modifier ça? Bon, ma chérie, à chaque fois, c'est moi qui dois rentrer la voiture. Ma chérie, tu pourrais pas la rentrer de temps en temps parce que tu as remarqué que quand tu reviens du travail, pourquoi tu la rentres pas? Etc., etc. Bon, mon fils, ma fille, là, je suis désolé, tu laisses tes affaires, tu as fait ton boulot et tu les ranges pas. Après, il faut qu'on mange. Tu veux bien, s'il te plaît, t'en occuper? Parce que là, tu vois que tu ralentis tout le monde. Après, tu te plains, t'as faim, mais c'est parce que tes affaires, tu les as pas enlevées de la table. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Vous me soumettez, vous me demandez si ça. Mais est-ce que vous avez remarqué que moi, je n'arrive pas à fournir? Donc, ma qualité de mon travail, elle empathie. Mon humeur empathie. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour l'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas accommoder les conditions de mon travail sur ça, ça et ça? Pas en mode agressif. D'abord, on discute. Tu lèves la main. Tu vois ce qui se passe parce qu'en face de toi, tu as une autre âme incarnée. Tu n'as pas un méchant, une méchante. Personne n'est méchant sur la terre. Tu as juste quelqu'un qui est là, qui est lui-même dans ses propres aliénations. C'est-à-dire qu'il est aliéné. Il subit des trucs qui viennent d'ailleurs. Il croit qu'il fait bien. Il utilise ses programmes et qui sont des programmes, des fois, lui-même, il est dans un univers de « je vis une vie de merde acceptable ». C'est ça l'être humain. Tout le monde est logé à la même enseigne. On vit dans l'inconfort. Donc, on essaie de réduire notre inconfort. Donc, je vis dans la merde et donc, il va te répondre agressivement parce qu'il estime déjà lui-même qu'il est à la limite ou qu'elle est à la limite. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Des fois, parler, c'est aussi mettre l'autre, lui faire prendre conscience que lui-même est dans un système où il accepte des choses qu'il ne devrait pas accepter. C'est une libération. Tu peux aussi libérer la personne qui est en face de toi par la discussion. C'est très difficile des fois. Mais quelque part, des petits mots. Vous-même, l'autre jour, vous étiez... faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas bien parce qu'elle vient impacter l'univers du travail ou l'univers de la vie familiale parce qu'elle-même, elle ne gère pas ce problème de l'inacceptable accepté. C'est compliqué, je suis d'accord avec toi, mais c'est la base, c'est le dialogue. Après, si le dialogue n'a pas fonctionné, on peut faire plusieurs tentatives, il y a l'action. Et l'action, c'est une action qui va être préservation, changement, remise à plat, rupture, reconstruction. Tout ça, c'est pour aboutir à une reconstruction. Quelquefois, des couples ne peuvent pas s'entendre et doivent quand même se séparer. On n'a pas le choix.
quelquefois, il faut prendre des décisions assez radicales. Après, donc à un moment, après le lever la main, si ça n'a pas suffi, on lève, deuxième étape, on lève le poing. Et on essaie de trouver quand même des solutions qui ne sont pas dans l'agressivité. C'est une image, le poing il est serré, il n'est pas pour frapper, il est là pour dire la main n'est plus tendue. C'est ça que veut dire serrer le poing. Mes doigts ne sont plus ouverts. La main humaine, tu sais, c'est un élément de communication fondamental pour nous les primates. Donc on a été fait avec ces 5 doigts, cette main extraordinaire. On touche quelqu'un, on serre sa main, c'est des choses qui sont très importantes. Là, tes doigts sont repliés. Et comme je dis, le poing n'est pas là pour se fermer, frapper. Il est là pour se protéger, pour déjà t'aimer toi-même. C'est la base. Si tout le monde, nous nous aimons un peu plus nous-mêmes, nous définissons ce que nous estimons inacceptable ou acceptable, mais il y a plein de choses qui ne peuvent pas se faire. Il y a plein de décisions qui ne peuvent pas être prises en amont. Je te dis, il y a des choses qui ne se feront jamais. La capacité de résistance des individus, elle leur appartient, ne te laisse jamais enlever ton libre arbitre. À un moment, les gens, on leur a dit, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez plus aller travailler. Mais si les gens avaient dit, bon, on ne va plus travailler, le système s'arrête. Et allez vous faire foutre. Donc, c'est toujours pareil. Dans la classe, on attend que l'autre lève la main. Mais c'est à chacun d'entre nous de lever la main. C'est ça, vivre. Vis dans le courage. Sois toi-même. Sois courageux dans ta vie. Moi, j'ai appris ça. Et j'ai appris que parce que je n'osais pas lever la main, j'ai perdu 50 ans de mon existence. Un demi-siècle. Putain, c'est long. Moi, il a été long l'éveil chez moi. J'espère qu'il sera plus court chez toi, grâce à ce que je viens de te dire. Je te dis à très bientôt.